écoutez, merci, merci à vous, merci pour votre accueil, merci d'être là, d'avoir également bravé les éléments. Et je vais vous parler, vous le savez, de Daesh. Daesh, c'est l'État islamique. Tout à l'heure, si vous le voulez, mais au moment des questions et réponses, je pourrais approfondir un petit peu la question en vous lisant un très petit court texte qui vous donnera le contenu de ce qu'est l'idéologie de Daesh. Alors, allons-y, j'espère ne pas vous endormir, et comme je le disais, si vous voulez une précision, s'il y a quelque chose qui vous échappe, vous me coupez et on fonctionne de façon aussi interactive que possible. Alors, l'État islamique, tout le monde en a entendu parler, on ne parle que de ça. Première thèse, premier point d'appui, l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Il est le produit du wahhabisme. Donc, en posant cette proposition, déjà j'introduis l'idée que le wahhabisme serait relativement étranger à l'islam. Alors, le wahhabisme, deuxième proposition, n'est pas une religion, mais une idéologie sectaire et fanatique. Il est ce que j'ai appelé dans mon livre Les Égarés, que je vous recommande. C'était avant que la création de l'État islamique, et j'avais un temps d'avance, mais je sais, vous direz que j'ai souvent un coup d'avance. Les égarés, ça veut dire ceux qui ont divergé. Ne pas croire que les wahhabites, ça c'est une incidente que je fais immédiatement, sont une forme de puritanisme rigoriste. Ça existait dans l'islam, ça existait au tout début de l'islam avec ce qu'on appelle les kharijites, les séparés, ceux qui refusent le califat d'Ali, le gendre du prophète. Ils sont en désaccord avec Ali, donc ils se séparent, et ce sont des gens particulièrement puritains, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Si vous buvez un verre d'eau avec eux, ils vont casser le verre après. Bon, ce sont des puritains, mais c'est l'islam. Donc les séparés. Les égarés, le terme n'est pas de moi, c'est ceux qui sont vraiment sortis de la voie. Donc qui est, à mon sens, et j'en débat, je le précise dans mon livre, c'est une sorte de contre-islam, c'est-à-dire, terme chrétien, une fausse semblance, en fait c'est le faux visage du Christ, une fausse semblance qui a la couleur de l'islam, l'apparence de l'islam, mais qui est à l'arrivée son opposé radical. Alors la fausse semblance, c'est le faux visage du Christ. Alors je pourrais dire, là je ne l'ai pas écrit, mais c'est ce que pour les musulmans on appelle le Dajjal. Traduction littérale, le Dajjal, l'antéchrist. Alors, je ne vais peut-être pas vous le prouver totalement, mais je vais peut-être vous donner l'envie de lire et d'approfondir la question avec mon livre. Youssef Indy avait déposé d'ailleurs sur Amazon un commentaire, parce qu'on peut le faire, très élogieux, on ne se connaissait pas bien encore à l'époque, en disant « Monsieur Verneuchen n'est pas musulman, mais il a compris ce qu'est l'islam ». C'est bien ce que je voulais que je réponde. Non, je te demande pas. C'est ce que tu as mis sur le site Amazon. Oui. Alors, l'idéologie, je reviens, j'ai dit le wahhabisme est une idéologie. Par nature, l'idéologie n'a rien à voir avec la religion. Proposition. Qui est une foi, soit une croyance en une réalité transcendantale. L'idéologie est en son essence une lecture fallacieuse de la nature du monde. Fallacieuse, trompeuse, une reconstruction, on peut mettre une construction, mais une reconstruction intellectuelle à vocation totalitaire, puisqu'il s'agit d'un dogme qu'on ne peut pas contredire, tendant à s'imposer contre tous les autres points de vue. L'idéologie, par définition, est sectaire, elle est dogmatique, elle est, le cas échéant, fanatique. L'idéologie n'admet aucune dérogation, aucune contradiction, elle est totalement et violemment exclusive. C'est elle qui a raison et personne d'autre, de toute autre idée, explication, conception différente d'elle-même. Or, le wahhabisme, dans sa cruelle rigueur, on peut dire que le wahhabisme, qui est la religion de l'idéologie, ai-je dit, de Daesh, donc de l'État islamique, est assez cruel. Ce n'est pas les premiers à être cruels dans l'histoire. Il y en a même qui ont été, dans l'histoire récente, beaucoup plus cruels encore que Daesh. Mais ils arrivent à mettre cette cruauté en spectacle et ils la mettent de façon assez efficace. Quand on voit un type dans sa cage en train de brûler vif, c'est un spectacle assez désagréable. Même si, paraît-il, nos ancêtres les Gaulois, je parle au nom de tout le monde ici, même d'Alexandre, pratiquaient ce genre avec leurs prisonniers, ils les mettaient dans des petites cages d'osier et ils les cramaient. Et pourtant, ils n'appartenaient pas à Daesh. Mais ce n'était pas au nom d'une idéologie, peut-être. Bon, pourtant, le Coran, tu préciseras
le verset, si tu veux, sourate 2, précise sans Il y a équivoque. quelqu'un qui demande une précision. Oui, j'ai autorisé les actions interactives. C'était juste parce que en fait, vous êtes revenu sur justement la vidéo qui était diffusée sur Internet de la personne qui s'était immolée par le feu dans une cage. Oui. Mais en fait, il faudrait expliquer en fait aux non-croyants, aux chrétiens, aux juifs que en fait, l'islam interdit l'immolation d'une personne. C'est le privilège de Bien sûr. Et en fait, cette précision importante, personne n'est revenu dessus. Je viens de dire que Daesh et le wahhabisme, c'est pas l'islam. Donc on ne peut pas accuser l'islam de mettre les gens dans des cages pour les brûler, puisque c'est pas l'islam. Je crois que le prophète, Youssef est infiniment plus savant que moi en la matière, vous dira que le prophète interdit de tuer un soldat des armées, un prisonnier de guerre, les enfants, les vieillards, etc. On tue pas n'importe comment et n'importe où. Alors, le wahhabisme, dans sa cruelle rigueur, disais-je, prétend incarner l'islam dans sa vérité et veut s'imposer par la violence. Comme la nouvelle orthodoxie d'ailleurs. Tout le monde croit que, au fond, cette idéologie puritaine, caricaturale, c'est l'islam elle-même. Pourtant, comme je viens de dire, le Coran, sourate 2, précise sans équivoque, en matière de religion, point de contrainte. Verset 256. 256, absolument. Je l'ai mis en exergue de mon livre. Nous n'entrerons pas ici dans le détail de ce qui distingue le wahhabisme, contrefaçon sanglante de l'islam véritable, orthodoxe, dans ses formes savantes comme dans la dévotion populaire. Ce n'est pas le sujet de mon intervention. Ce sont des questions qui sont théologico-eschatologiques, mais qui sont abordées dans le livre. Disons simplement qu'il s'agit d'un hyperformalisme. Tout le monde comprend le terme d'hyperformalisme, c'est-à-dire... vous comprenez, non, formel, une chose formelle, c'est la coquille totalement extérieure. Hein, je vais le redire sous une autre forme. Autrement dit, qu'il ne reste de la foi, que l'enveloppe extérieure, vidée de tout contenu spirituel. La forme prime sur le fond. C'est ça que j'appelle un hyperformalisme. La forme prime sur le fond. Ce qui compte, c'est les rites, c'est de faire ci, c'est de faire ça, c'est pas d'être... Pourtant, j'avais rencontré un taliban noir, pas n'importe qui, au Soudan, et il m'avait dit, mais on n'est pas musulman seulement à la mosquée. On est musulman partout, tout le temps, en permanence, mais pas à la mosquée. Donc c'est pas simplement de dire ses 5 prières par jour. Pour un sunnite, qui compte avant tout, c'est d'être musulman dans son cœur et son comportement. Voilà. C'est un hyperformalisme, autrement dit, qu'il ne reste de la foi que l'enveloppe extérieure, vidée de tout contenu spirituel. Pensez à ça. Vidée de tout contenu spirituel, la forme primant sur le fond, la lettre efface l'esprit, c'est-à-dire ce qui est écrit. Hein. Ce qui est écrit efface l'esprit. L'esprit, c'est le sens. Je vous donne un exemple. Pour les wahhabites, il est écrit dans le Coran, mais c'était bien évidemment une métabole, une parabole, une métaphore, que Dieu est assis sur le trône avec un pied en enfer. Et bien pour eux, Dieu est vraiment assis sur un trône avec un pied en enfer. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'il y a de pire, ils ont fait de l'anthropomorphisme. Tu piges, anthropomorphisme, c'est-à-dire que c'est l'image de l'homme qui va s'imposer, qui va se substituer à l'image du divin, qui quelque chose de difficilement pensable pour le cerveau humain. Je peux faire une incise? Oui, bien sûr. Cet anthropomorphisme, on le retrouve au Moyen-Âge, mais chez les wahhabites, cet anthropomorphisme est énoncé d'une manière assez choquante par un grand savant saoudien, Ibn al-Uthaymin, qui dans un livre écrit que en fait Dieu et Adam sont semblables à une feuille et à sa photocopie. Donc Adam serait la photocopie de Dieu. Voilà. Bon, vous voyez, on tombe, c'est quasiment du matérialisme. Hein, on retombe sur Terre, voilà. Alors que la transcendance, il y a un philosophe que je n'apprécie pas forcément, mais qui s'appelle Kant, il a dit il y a le monde des phénomènes, ce qui est sensible, et puis il y a le monde du noumen, c'est l'inconnaissable. Donc Dieu fait partie du monde du noumen. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cela, mais c'est un peu comme ça. Donc, j'ai dit la lettre efface l'esprit, ce qui conduit à une interprétation littérale, je parlais d'hyperformalisme, littérale du Coran,
l'exemple que je viens de vous donner, et au comportement monstrueux que l'on connaît, du message prophétique, il ne reste que les os, le squelette, alors que toute sa richesse et sa force se situent dans sa puissance métaphorique. Tu es d'accord? Merci. Il est musulman, moi pas. Hein. Alors, je ne vais pas rester très très longtemps sur ce plan. Hein. C'est pour vous poser le décor. J'ai écrit, là n'est pas mon propos. C'est pas ce dont je voulais vous parler, mais il fallait que je vous introduise. En tant qu'idéologie simpliste, schématique, désincarnée, le wahhabisme et sa version édulcorée, à savoir le courant du réformisme islamique, représenté de nos jours par les frères musulmans, le grand spécialiste est à ma droite, sont un levier de pouvoir, un moyen de mobiliser les masses de l'Orient. Donc vous allez voir où ça nous entraîne. Un levier de pouvoir, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un instrument. De donner un objectif à ces masses musulmanes, leur donner un objectif mirifique, magnifique, extraordinaire, donné pour sacré. On donne un objectif sacré. De lancer les foules, particulièrement les jeunes générations, à l'assaut du kafiristan. Ça existe, le kafiristan. Kafiristan, c'est le pays des kafirs, des koufres, c'est-à-dire les mécréants. Le kafiristan existe dans les zones tribales du Pakistan. Donc le kafiristan, c'est nous aussi bien pour eux, mais même le sunnistan, puisque les sunnites ordinaires sont des kafirs pour les wahhabites, hein, des mécréants. J'y viendrai. Non, mais je me tourne vers lui. Voilà. À l'assaut des kafiristan au pluriel qui jalonnent le monde du Dar al-Harb. Dar al-Harb, la terre, le territoire, la maison, textuellement la maison de la guerre. Puisqu'il y a la Dar al-Islam, la terre de l'islam, et le Dar al-Harb, la terre de la guerre. Donc on porte la guerre, puisque c'est à Paris, on vient de mitrailler les gens. Donc c'est la guerre. Donc le wahhabisme, cette idéologie, en tant qu'idéologie de pouvoir et de manipulation, attire des jeunes gens avides de reconnaissance et de prestige. Je ne vais pas vous faire de la sociologie et le profil psychologique des djihadistes, mais c'est vrai que des jeunes gens, foules dont la culture et les traditions se heurtent de plein fouet avec une modernité corrosive, pour ne pas dire affreusement désastreuse. C'est vrai que la modernité, elle n'est pas toujours très appétissante, c'est le moins qu'on puisse dire. Des masses de jeunes gens, le plus souvent sans avenir identifiable, et c'est vrai, on le voit bien dans nos banlieues, des masses de jeunes gens, le plus souvent sans avenir identifiable, souvent déracinés, mal ou peu intégrés dans des sociétés de culture étrangère à celles de leurs parents. Culture et mode de vie avec lesquels leur héritage et leurs aspirations les placent en porte-à-faux. Comprenez, ils ont le cul entre deux chaises. Tant et si bien que les promesses du djihad, celles du califat universel, apparaissent comme devant assouvir et combler leur soif romantique. L'idée de romantisme n'est pas une idée absurde, c'est pas une idée dépassée. Hein. Les jeunes gens ont une soif à 20 ans, on a souvent une soif idéaliste de sacrifice. Hein, combler leur soif romantique d'aventure et d'absolu. Les jeunes gens sont normalement idéalistes, c'est ce que je viens de dire, et c'est bien en cela qu'ils sont jeunes d'ailleurs. Reste que la jeunesse et ses mirages sont aussi un piège dans lequel il est facile de tomber ou de faire tomber. Autant dire que l'idéologie wahhabite est un instrument, je répète ce que je viens de dire à la seconde, un instrument de manipulation et un moyen de conquête. Ce qui est vrai de toutes les idéologies qui par le passé ont été utilisées de la même façon pour soulever les hommes. Des hommes, j'ai écrit en mal d'absolu, ça veut dire en soif, en besoin, en quête d'absolu, les déshérités, mais aussi les déshérités, bien sûr à commencer par les déshérités, mais aussi les envieux, les méchants, et allumer les brasiers de l'insurrection et de la guerre, jeter les classes ou les tribus les unes contre les autres, et éventuellement les classes sociales, hein, les tribus les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, donc par un appel constant à l'affrontement à la fois intercommunautaire et donc à l'arrivée à la guerre civile. Youssef vous parlera tout à l'heure de la guerre civile planétaire, mieux connue sous le nom de choc des civilisations. C'est si vrai que je vais essayer d'établir un parallèle. Alors c'est là où je demande toute votre attention, parce que ça ne va pas de soi. C'est là où il faut avoir des éléments historiques que vous n'avez
pas forcément, qui ne sont pas forcément à votre disposition, mais dès lors qu'on part du concept d'idéologie, vous allez voir, ça s'articule assez bien. Je vais essayer d'établir un parallèle entre le communisme en tant que projet messianique, l'accomplissement du bonheur, de l'ère radieuse sur Terre. Demain on rase gratis, demain les oiseaux chantent et le soleil ne se couche jamais, et on peut manger sans travailler. Voilà. Entre le communisme en tant que projet messianique et le wahhabisme, qui lui aussi, partant d'une autre source, mais totalement convergente avec le communisme, promet l'accomplissement sur terre de la parole divine. Donc, réalisons la Jérusalem terrestre, réalisons le bonheur pour tous les hommes. Dès lors que tout le monde sera converti au wahhabisme, la parole de Dieu régnant sur terre, tout le monde sera heureux et en harmonie. Mais il ne faudra pas lever le petit doigt non plus. On n'aura pas le droit à l'erreur. C'est ça le problème. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors que Dieu est fondamentalement, pour l'islam, mais pour les chrétiens aussi, vous pouvez voir à la gare, il y a un livre, Le nom de Dieu, du pape François. Le nom de Dieu est miséricorde. Ça te convient, le Dieu des musulmans est miséricordieux. Alors, notons que les deux idéologies que je mets en parallèle, qui prétendent instaurer le paradis sur terre, alors je parle très très schématiquement, commencent par exterminer tous ceux qui n'entrent pas strictement dans les bons critères d'adhésion ou de recrutement. C'est un fait empirique, c'est un constat. Exemple, je donne en 1918, Lénine crée un truc qui s'appelle la commission extraordinaire pan-russe pour la répression de la contre-révolution et du sabotage. Autrement dit, un truc, c'est l'ancêtre du KGB qui s'appelait la Tchéka. Mais ça a été assez affreux parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'on rejette tout sur Staline, mais c'était véritablement des abattoirs humains. L'instrument de la terreur, alors terreur, vous mettez un T majuscule, puisque le pouvoir, le bonheur sur Terre s'instaurait par la terreur, à l'imitation d'ailleurs de la Révolution française, 1793. On institue la terreur. C'est le terme, c'est le mot, c'est la Révolution française qui institue le mot et la politique de terreur, c'est-à-dire du terrorisme d'État. Or, la Tchéka avait à peu de choses près le même programme que l'État islamique. Alors, je vous fais une citation, elle est comme elle est. La commission extraordinaire est un organe de combat dont l'action se situe sur le front intérieur de la guerre civile. Il ne juge pas l'ennemi, il le frappe. C'est bien ce que fait Daesh. Nous ne faisons pas la guerre contre des personnes en particulier, nous exterminons la bourgeoisie comme classe. Ne cherchez pas dans l'enquête... Donc ça s'adresse aux enquêteurs de la Tchéka, de la commission extraordinaire pan-russe, des documents et des preuves sur ce que l'accusé a fait en actes et en paroles contre le pouvoir soviétique. La première question que vous devez lui poser, c'est à quelle classe il appartient, quelle est son origine, son éducation, son instruction et sa profession. Ce sont ces questions qui doivent décider de son sort. Voilà la signification. C'est textuel. C'est extrait d'un journal qui s'appelle La Terreur rouge du 1er novembre 1918. Journal de la Tchéka. Voilà la signification et l'essence de la Terreur rouge. Alors, maintenant, je vous dis, remplacez le mot bourgeois par celui de mécréant. Mécréants étant les sunnites non wahhabites, les chiites, les alaouites, les chrétiens, les druzes, les yézidis, etc. etc. Parce qu'il y a du monde en terre d'islam. Il n'y a pas un islam, mais il y en a 101. Et vous aurez un quasi copier-coller du programme takfiriste. Je ne sais pas si au cours de la conférence j'irai jusqu'au bout de mon raisonnement, mais si je fais ce parallèle, c'est pas tout à fait par hasard, c'est que je trouve qu'il y a les prémices aujourd'hui d'une révolution à échelle mondiale. Vous voyez, j'anticipe un peu sur mon propos à échelle mondiale, qu'on ne va pas faire la révolution wahhabite sur toute la planète. Mais si on l'a fait déjà dans le monde musulman, ça sera un séisme gigantesque, ça représente un tiers de l'humanité, un quart de l'humanité. Et que la révolution wahhabite de l'État islamique est au fond qu'un sous-ensemble d'un projet de révolution mondiale qui est déjà, il n'est pas à venir, il est déjà en cours. Alors, je le détaillerai certainement dans un prochain livre, mais je vous demande par la suite de réfléchir à cette hypothèse
et de bien regarder autour de vous, de bien voir ce qui se passe, la destruction des nations, aussi bien, alors ça peut paraître très généreux, comme le projet communiste était très généreux, mais il faut voir ce qu'il en a été dans la réalité, l'abolition des frontières, qui est le même programme que celui des hypercapitalistes de Wall Street et celui des trotskistes de No Border. C'est le même programme. Je me souviens d'avoir vu au moment des présidentielles le candidat Poutou, que vous connaissez tous ici, avec des journalistes qui disent « oui, on abolit les frontières, etc. » Alors il y a un journaliste un peu moins bête que la moyenne qui lui dit « mais enfin c'est le programme de Wall Street, ça ». Et Poutou réfléchit, alors il est un peu estomaqué, il dit « ah non, nous c'est la liberté ». Mais Wall Street demande aussi la liberté du libre renard dans le libre poulailler. Le libre renard dans le libre poulailler. Poursuivons. J'en ai plus peut-être pour très longtemps parce que je voudrais laisser la parole à Youssef. J'ai encore 10 minutes. Ah, j'ai encore 10 minutes. Merci Youssef. De ce point de vue, l'on ne pourra pas comprendre l'État islamique et les événements du Proche-Orient si on ne les considère pas sous l'angle d'une révolution à venir ou en cours, à vocation universelle, telle que la révolution bolchevique qui se donnait pour objectif la révolution mondiale. Alors, l'embrasement de l'Europe d'abord, à commencer par l'Allemagne, puis le reste du monde, tel était le projet de Lénine et du Comintern. C'est la 3e internationale communiste qui se réunit à Moscou le 2 mars 1919. Vous voyez, on est en mars. Pas encore, pas tout à fait. À 1919, ils sont 11. Tu peux imaginer une homogénéité mafieuse du groupe. Un an plus tard, le 8 septembre 1920, elle se réunira, mais une fois unique, pour essayer d'embraser les peuples d'Orient, à Bakou en Azerbaïdjan. Et là, il y aura le Comintern spécialement dévolu au peuple d'Orient, puisqu'il s'agissait de jeter la guerre civile dans l'Inde. Lénine, avant le renversement du tsar, est en Suisse, il est à Zurich, et il est tellement désespéré qu'il veut faire la révolution même en Suisse et en Suède, parce qu'il pensait que c'était impossible en Russie. Mais son projet, il n'a jamais eu d'autre projet que la gouvernance mondiale. Ah, c'est un mot qui éveille votre attention et votre intérêt. C'est ce que nous annonce M. Attali lorsqu'il dit que ça soit avant ou après la Troisième Guerre mondiale, nous aurons la gouvernance mondiale. Donc pour M. Attali, la révolution, c'est-à-dire la guerre mondiale qui débouchera sur la révolution, est une chose déjà acquise. Je rappelle que la révolution russe, enfin dite russe, la révolution bolchevique en fait, est intervenue alors que la guerre arrivait quasiment à son terme. Elle intervient en novembre 1917, oui, révolution d'octobre, c'est différence de calendrier. En novembre 1917, et que dès que l'Allemagne va avoir rendu les armes en novembre 1918, la révolution interviendra en Allemagne. Mais ça, on ne doit pas l'enseigner dans nos lycées, à mon avis. Il y a une révolution, une subversion. Sauf qu'au lieu que ce soit les bolcheviks, ce sont les bolcheviks qui essayent de prendre, par exemple, Munich, ils sont écrasés par leurs copains mencheviks, qui sont des sociodémocrates. Mais entendez par sociodémocrate, à cette époque-là, ça signifie marxiste révolutionnaire. Hein. Lénine était social-démocrate. Bon. Je ne puis évidemment pas développer cette question ici, mais je vous donne des éléments, je balise un peu le terrain pour vos curiosités ultérieures, parce que évidemment ça nous emmènerait beaucoup trop loin. En 2014, al-Baghdadi d'ailleurs annonçait la couleur. Aux soldats de l'État islamique, je le cite, continuez la moisson des armées, que les volcans du djihad entrent en éruption partout et démembrent les ennemis, qu'il s'agisse de groupes ou d'individus, afin de libérer l'humanité du système global fondé sur l'usure et tenu en laisse par les croisés. Voilà. Vous remplacerez les petits points. Mais si vous rapprochez ça des paroles de l'international, c'est l'éruption de la faim. Hein, on parle du volcan de la misère, etc., afin de libérer l'humanité. Là aussi, tout le monde veut libérer l'humanité. Projet messianique. Non pas que nous soyons, Youssef et moi-même, contre la libération de l'humanité, mais il faut savoir ce que signifie ce mot libération. Si c'est pour jeter ensuite l'humanité dans le pire des esclavages, c'est pas la peine. Je regarde combien il me reste. Bon, encore, tu m'offres 5 minutes de plus? Oui, normalement 3, mais... Bon, c'est bon, c'est bon. Alors, donc c'est bien dans ce cadre
que doit s'inscrire et se comprendre la guerre civilisationnelle. On parlera du choc des civilisations, autrement dit du choc des civilisations auquel nous assistons et dont Youssef Indy vous entretiendra dans quelques minutes courtes. Parce que pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, je fais ici une incidente, comme je l'écrivais récemment dans un article la semaine dernière. La Syrie n'est pas le théâtre d'une simple guerre civile comme nous le serinent les médias, sous couvert d'une contestation armée, mais contestation politique du régime. On veut plus de liberté, plus de démocratie, mais mais bel et bien une guerre idéologique et religieuse à dimension continentale, s'étendant du Turkestan chinois, ce qu'on appelle le Xinjiang, du Turkestan chinois aux colonnes d'Hercule. Alors, colonnes d'Hercule, moi, ça me fait plaisir, c'est Gibraltar. Hein. Aux colonnes d'Hercule. Guerre civilisationnelle, j'aurais dû dire, du Turkestan chinois au golfe de Guinée, puisque le golfe de Guinée, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria, etc., où sévit Boko Haram et ses copains. Guerre civilisationnelle qui oppose le fanatisme wahhabite et l'islamisme. Ce que j'appelle l'islamisme, c'est l'islam politique, à toutes les nations mécréantes, ce qui comprend donc, je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, tous les musulmans sunnites ordinaires. Voilà. Il serait tout à fait fallacieux et simpliste et réducteur de voir dans ce conflit qu'une opposition primaire également entre sunnisme et chiisme, même s'ils ne s'aiment pas beaucoup les uns les autres, parce qu'en l'occurrence, il s'agit ici soit, je me répète, soit des frères musulmans, soit des salafos wahhabites. Tous deux parfaitement étrangers à l'islam traditionnel, parce que les frères musulmans, ce que je viens de qualifier d'islamisme, c'est l'islam politique, c'est-à-dire l'islam instrumenté à des fins politiques. Mon voisin vous expliquera tout ça. Non, peut-être pas aujourd'hui. Non, peut-être pas aujourd'hui. Là, on va revenir avec un train qui fonctionnera. On sera moins crevés. Tous étant promoteurs, alors le mot peut paraître fort, mais il se comprend aussi, comme un nihilisme messianique, c'est-à-dire ce que je vais appeler nihilisme, c'est la fameuse tabula rasa. On fait table rase du passé, on efface tout, on éradique tout, qui était l'idéologie des grands libertaires, des anarchistes de la fin du XIXe siècle. Le mot nihilisme intervient dans l'empire tsariste, mais à la toute fin du XIXe siècle. Et on pratiquait à cette époque-là un terrorisme tout à fait extensif en tuant tout le monde. Enfin, tous ceux qui pouvaient représenter de près ou de loin le pouvoir, même ceux qui faisaient le bien, comme le très grand premier ministre du tsar Nicolas II, Alexandre Stolypine, qui avait commencé à répartir les terres entre les paysans. Donc il fallait le tuer d'urgence, puisque on n'aurait pas pu faire la tabula rasa sans lui. Voilà, alors je termine. Bon, les frères musulmans, je te les laisse. Merci. On ne comprendra, pour ne pas conclure, on ne comprendra donc pas Daesh sans passer par Lénine. Parce que la montée en puissance de l'idéologie du changement de civilisation, concept important, Youssef, l'idéologie du changement de civilisation dont il est ici expressément question, que ce soit donc en terre d'islam ou que ce soit chez nous. Chez nous, on est en train de tout bouleverser. Hein. Une chatte ne reconnaîtrait pas ses petits chats. On ne sait plus qui est qui. On a le droit d'avoir tous les sexes, de changer de sexe comme de chemise. C'est pas pour faire de la moraline, dirait le patron de ER, ou du moralisme à la petite semaine. Mais enfin, c'est vrai que on nous explique que le nationalisme, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qu'il y a de pire de tout. Mais le socialisme, à chaque fois que vous voyez le socialisme, il y a la guerre. Bon, c'est comme ça. Regardez historiquement sur un siècle. Chaque fois que les socialistes, la gauche est au pouvoir, il y a la guerre. Pure coïncidence. Pure coïncidence. Mais c'est le nationalisme. Alors que pour la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ce sont les grands nationalistes, style Charles Maurras, qui s'opposent à l'entrée en guerre. Les gens les plus intelligents, les mieux doués, étaient contre la guerre. Et ils avaient raison. Ce changement de civilisation que j'évoque est en soi une révolution du même titre que celle de 1917. Je vais écrire là-dessus, hein, si Dieu me prête vie. Révolution soutenue par une idéologie qu'on veut à toute force imposer en Occident, mais également à l'Orient, sous forme d'une réforme de l'islam, et ça c'est pour l'Orient, et sous couvert d'un soi-disant retour aux sources. Nous, c'est au contraire, c'est l'idéologie du progrès, mais sont les deux faces d'une seule et même pièce.
Je vous ai balisé le terrain pour une grille de compréhension des crises ici et là-bas, ici aussi bien chez nous que là-bas, à l'extérieur, donc en Orient, au Levant. Et cette grille doit passer par une connaissance de ce qu'est la stratégie révolutionnaire, à savoir une guerre totale pour un changement total d'élite, je dis bien d'élite, donc du côté occidental ou occidentaliste, ce sont les oligarchies qui doivent prendre le pouvoir, ou ce que M. Attali appelle l'hyperclasse, sur la base d'un mouvement guidé par des groupes restreints de décideurs. On a déjà une sorte de politburo à Bruxelles, de gens non élus, ça s'appelle la Commission. À Moscou, il y avait une dizaine d'hommes qui dirigeaient les destinées d'un empire, enfin d'un ex-empire au départ. C'était à l'époque où, dans l'Empire ottoman, il n'y avait que quelques millions d'âmes. Vous voyez, à la même époque, en Russie, il y avait 160 millions d'habitants. Donc, ce qui vous donne la proportion gigantesque, le différentiel gigantesque entre ce qu'était et qu'une poignée d'hommes, quelques dizaines de milliers d'hommes soudés par un esprit de meute et un politburo aussi extrêmement homogène du point de vue idéologique, ces hommes ont réussi à me faire main basse sur ce pays. De même qu'on peut dire aussi qu'une poignée d'hommes ont fait main basse sur ce pays, je parle de la France, de l'Hexagone, à l'occasion de la partitocratie, d'élections pas directement manipulées, mais c'est le système qui est manipulateur en soi. Voilà. Je vous donne pour... Je ne peux pas m'empêcher de vous citer, pour terminer définitivement, Karl Marx, pour abonder dans ma thèse, pour étayer ma thèse. Karl Marx, fondateur du marxisme et donc du communisme, grand contempteur, c'est-à-dire qu'il méprisait, grand contempteur du capitalisme, entretenait d'excellentes relations avec les Rothschild de Londres. Citons, alors je cite quelqu'un qui habitait Londres et qui avait une tête effrayante, vous pouvez aller sur Google, le conspirateur par nature et conspirationniste avant la lettre, Michel Bakounine, l'hyper-libertaire, l'anarcho, je sais pas quoi. Lui, il voulait tout raser, tout tuer, etc. Mais c'est donc l'avis d'un expert, hein. Il savait de quoi il parlait lorsqu'il parle de... Et vous trouvez cette citation pour l'instant dans Wikipédia. Grouillez-vous, il n'y sera peut-être pas éternellement. Hein. Bakounine voyait le monde aux mains, je cite Bakounine, et je m'arrête ici, d'une seule secte exploitante, un parasite collectif dévorant et organisé en lui-même, non seulement à travers les frontières des États, mais à travers même toutes les différences d'opinion politique. Ce monde est actuellement en grande partie, du moins, à la disposition de Marx d'un côté et des Rothschild de l'autre. C'est la division actuelle du monde, hein. Alors, on a pu le communisme, mais si vous partez du point de vue que le wahhabisme est une sorte de communisme oriental, là, vous commencez à avoir des lumières étincelantes qui vous traversent les yeux. Ce monde est actuellement, en grande partie du moins, à la disposition de Marx d'un côté et des Rothschild de l'autre. Je sais que les Rothschild, tout réactionnaires qu'ils soient, qu'ils doivent être, apprécient beaucoup les mérites du communiste Marx, et qu'à son tour, le communiste Marx se sent invinciblement entraîné par un attrait instinctif et une admiration respectueuse vers le génie financier des Rothschild. La messe est dite. Alors moi je vais m'en tenir en fait au titre de la conférence qui est la véritable histoire de Daesh. Et en fait pour comprendre l'origine de Daesh et son rôle, il faut revenir au XVIIIe siècle. Parce qu'en fait Daesh est clairement ce que j'ai appelé le dernier avatar du wahhabisme. Alors mon idée est la suivante, c'est que le wahhabisme était au départ un outil de conquête. Il était au départ un outil de conquête et aujourd'hui avec Daesh, il est encore à nouveau un outil de conquête. Alors mon propos ne va pas être théologique, il va être purement historique. Factuel. Parce que dans mon ouvrage, j'ai abordé le wahhabisme d'un point de vue historique, eschatologique et géopolitique.
dans un article que j'ai écrit il y a quelques semaines, enfin peut-être même plus d'un mois, qui s'appelle La vérité sur le wahhabisme, j'ai abordé le wahhabisme d'un point de vue théologique, en me fondant sur les savants de l'époque qui ont jugé, condamné Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre l'essence et la finalité de Daesh. Alors, revenons au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle émerge Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est le fils ce qu'on appelle un qadi, un juge dans la région centrale de l'Arabie, qu'on appelle le Najd. Et ce Mohammed ibn Abdul Wahhab va élaborer une idéologie qui en fait va inaugurer ce qu'on appelle aujourd'hui le takfirisme. C'est-à-dire qu'il va condamner tous les musulmans de la péninsule arabique et même au-delà, et va les traiter d'associationnistes, d'impies, de mécréants. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, il y avait une coutume qui était déjà ancienne, c'était de se rendre auprès des tombeaux des saints et de leur demander leur intercession. Alors à partir de là, il va écrire des lettres qu'il va envoyer à des musulmans, des chefs de tribus, etc., où il va condamner très vivement les musulmans et en réalité, il va constituer une secte, plus tard avec les Saouds, qui va exclure tous les musulmans de l'islam. C'est-à-dire qu'il va se présenter comme un revivificateur de l'islam et va excommunier en fait tous les musulmans qui ne le rejoignent pas. Donc à partir de là, à partir de son association dans les années 1740 avec les Saouds, s'ensuivent toute une série de conquêtes, de guerres extrêmement violentes où on tue hommes, femmes, enfants, femmes chameaux, enceintes, chèvres, tout y passe. Et ils vont aussi détruire les tombeaux des compagnons du prophète, ils vont aussi piller le tombeau du prophète, massacrer à peu près entre 2000 et 5000 personnes à Kerbala en Irak en 1800-1802. Et à partir de là va s'établir le premier royaume saoudite. Donc je vous passe les détails. Il y a eu un premier royaume saoudite qui s'étend du 18e au 19e siècle, puis un deuxième au cours du 19e siècle, puis un troisième royaume saoudite qui va s'établir en 1932. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le dernier royaume saoudite que l'on connaît actuellement va s'établir non sans le concours et l'aide, l'appui des Britanniques durant et après la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, les Saouds, eux, donc les Saoudo-Wahhabites, étaient retranchés au Koweït, et ceux qui contrôlaient la région centrale de l'Arabie étaient la puissante tribu des Rachides, qui était soutenue par les Ottomans à l'époque. Donc les Britanniques vont soutenir les Wahhabites au détriment, dans un premier temps, des Rachides, puis des Hachemites qui étaient les gardiens des lieux sacrés, la Mecque et Médine. Les Hachemites étant les actuels rois de Jordanie. Oui, voilà, ils ont été chassés, ils se sont retrouvés en Jordanie. Donc dès le départ, le wahhabisme était un outil véritablement de conquête extrêmement efficace. D'ailleurs, le moufti de la Mecque du 19e siècle, Zaini Dahlan, écrit dans un livre qui s'appelle Les Perles. Donc, il rapporte déjà toutes les condamnations des savants contemporains d'Ibn Abdul Wahhab et les suivants. Et il explique ceci, il explique que Saoud, à l'époque de Mohammed ibn Abdul Wahhab, va utiliser cette idéologie, le wahhabisme, comme un instrument de conquête extrêmement efficace. Ça a été véritablement efficace pour, d'un côté, constituer un noyau dur de bédouins, parce que les villes étant tenues par les grands savants, le wahhabisme avait du mal à y pénétrer, et c'est plus tard au XIXe siècle que les réformistes, plus intellectuels, plus dialecticiens, plus raffinés, vont réussir à pénétrer les grandes villes pour subvertir l'islam de l'intérieur. Donc cet outil de conquête
va définitivement mettre sur le trône les Saouds à partir de 1924-25. En 1924, les Saouds conquièrent Médine puis la Mecque et Abdelaziz ibn Saoud devient roi de la péninsule arabique, et c'est là qu'en 1932 que l'Arabie va porter le nom d'Arabie Saoudite. Alors maintenant je vais en venir à Daesh. Daesh, lorsqu'on l'a vu émerger début 2014, mais Daesh existait déjà avant. Avant, c'était l'État islamique en Irak. Puis c'est devenu Dawlat al-Islamiyya fil Iraq wa Sham, c'est-à-dire l'État de l'islam en Irak et dans le Sham, c'est-à-dire le Levant. À partir de là, il a utilisé cette doctrine, cette idéologie pour conquérir et dans un premier temps conquérir, mais éliminer les concurrents. Les principaux concurrents de Daesh à cette époque-là, déjà on est en 2012-2013, était l'ASL, l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre, qui sont les premiers à avoir déclenché la guerre civile en Syrie, et qui sont une émanation des frères musulmans. Ça, faut que ça soit clair. Et l'opposition, pour suivre le propos de Jean-Michel Vernochet, l'opposition de l'ASL et de Daesh peut être assimilée à la lutte entre les mencheviks et les bolcheviks, pour ceux qui ont une petite idée de l'histoire de la révolution russe. Mais ce qui va nous intéresser ici, ce n'est pas la façade de Daesh, parce qu'en réalité, le wahhabisme n'est qu'un outil de Daesh, mais ce qu'on pourrait appeler l'état profond de Daesh. Alors là, c'est très très intéressant, parce qu'on a eu un article du journal d'investigation allemand qui s'appelle Der Spiegel, datant d'avril 2014, qui nous révèle des choses tout à fait étonnantes. On avait déjà des informations par des sources diverses et variées, mais aussi informelles, qui nous expliquent la chose suivante. L'État islamique, dit Daesh, a été fondé par des anciens du service de renseignement du parti Baas sous Saddam Hussein. Celui qui va organiser Daesh de l'intérieur est un ancien colonel de l'armée de l'air de Saddam Hussein qui était dans les services de renseignement, qui avait pour surnom, parce qu'il avait plusieurs noms, Haji Bakr. Alors il faut revenir là en 2003. On revient en 2003 après la guerre d'Irak, lorsque l'État irakien est démantelé, le parti Baas est démantelé. On a les hauts gradés de l'ancienne armée de Saddam Hussein, notamment donc ses colonels, ses généraux des renseignements irakiens, qui se retrouvent sans emploi. Et dès 2003, ils vont entrer en clandestinité. Entre 2003 et 2006, plusieurs d'entre eux, dont Haji Bakr, va entrer en contact avec des membres, et d'ailleurs des dirigeants d'Al-Qaïda à l'époque, et vont commencer à constituer une sorte de rébellion anti-américaine assez étrange, qui va mêler militaires irakiens aux membres des services de renseignement irakiens, membres d'Al-Qaïda et autres terroristes. Et c'est entre 2006 et 2008, lorsque ce Haji Bakr et d'autres du renseignement irakien sont dans les prisons, et une en particulier au sud de l'Irak, des prisons américaines, qu'ils vont véritablement constituer le futur Daesh. Alors, on a plusieurs témoignages. On a un ancien gardien de prison américain, on a un ancien de Daesh qui témoigne et qui nous explique que c'est à ce moment-là que les Haji Bakr et compagnie vont recruter les futurs membres au cadre, en tout cas la vitrine de ce qui deviendra Daesh plus tard. Alors, il va y avoir un véritable tournant. C'est entre 2012 et 2013,
lorsque ce Hadji Bakr va émigrer donc d'Irak vers la Syrie et va commencer à organiser le Daesh qu'on connaît actuellement. Parce qu'à l'époque, le Daesh, enfin pas Daesh, mais l'État islamique en Irak était une organisation assez informelle, à la Al-Qaïda et compagnie, peu structurée. Mais à partir de 2012-2013, Hadji Bakr va organiser Daesh, en tout cas sur le papier, comme un véritable État. Et avec un État dans l'État, une structure extrêmement bien huilée d'espionnage, donc d'espionnage externe. Donc on va envoyer des espions en Syrie, surtout en Syrie, pour déceler les futurs candidats potentiels, les failles qui existent dans la société syrienne, recruter, et ainsi de suite. Et il va aussi organiser l'État, le futur État islamique, comme une sorte d'organisation où les différents chefs vont s'espionner les uns les autres. Un peu comme sous l'État de Saddam Hussein qui suivait le modèle soviétique. Bien sûr. Le modèle du KGB. Oui, bien sûr. Alors, maintenant... Enfin, bon, ça n'a rien à voir avec tout à fait... Excusez-moi, avec mon propos, je me plaçais à un plan plus global. Mais techniquement et pratiquement, ça s'est passé comme ça. La Syrie, l'armée syrienne est organisée sur le modèle soviétique, l'armée irakienne également. Et j'ajouterais peut-être que même les réseaux de résistance clandestins ont été installés en Irak avant même la chute du régime en 2003, au printemps 2003. Merci Jean-Michel. Je vais poursuivre et je vais vous citer juste un petit passage de Der Spiegel qui parle de l'organisation interne, parce qu'il faudrait une conférence entière pour parler de l'organisation interne de Daesh, tellement c'est complexe et bien huilé. Il faut bien comprendre qu'on a affaire à de très grands professionnels de l'espionnage, du contre-espionnage et de l'organisation étatique. Ce Hadji Bakr, c'est pas un jeune de banlieue récemment salafisé comme on dit, c'est un homme de 60 ans, très mûr, avec une très très lourde expérience, et tous ceux qui vont l'accompagner, donc entre 40 et 50 anciens hauts fonctionnaires irakiens, sont tous des militaires chevronnés. Alors, le Der Spiegel nous dit: au sein de l'EI, on trouve des structures, une bureaucratie et des autorités étatiques. Mais on trouve aussi une structure de commandement parallèle. Donc c'est ce que je disais, un État dans l'État. Des unités d'élite à côté des troupes classiques. Des commandants supplémentaires à côté du chef militaire en titre, Omar al-Shishani. Des éminences grises qui déplacent ou éloignent les émirs des villes ou des provinces et les font même disparaître à la demande. Ce qu'explique le journal Der Spiegel, c'est que le wahhabisme, qui est présenté comme l'islam aux yeux du grand public occidental, n'est qu'un outil pour les véritables dirigeants. D'ailleurs, il nous explique que c'est en 2010 que al-Baghdadi a été recruté par Hadji Bakr et compagnie. Alors, malheureusement, ce que ne nous dit pas le Der Spiegel, c'est d'où vient l'argent. Parce que d'accord, un État extrêmement bien organisé, avec des hommes, des moyens, des hauts dirigeants qui passent par les prisons américaines et qui en ressortent par magie, on ne sait pas pourquoi, et qui immédiatement vont organiser l'État dit islamique, Daesh, ça paraît quand même étrange. Alors là, on a eu quand même ces derniers mois des informations assez intéressantes. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu ce dont j'avais parlé déjà l'année dernière, des largages accidentels d'armes par les Américains et les Britanniques. Or, parce que il faut bien dire, souligner que les Américains l'ont admis, ils se sont même excusés. Mais le chef du renseignement iranien nous expliquait que selon leurs sources, donc ça va recouper, selon leurs sources, des avions américains chargés d'armes, de munitions, etc., atterrissaient dans des aéroports contrôlés par Daesh. Et non pas par l'armée syrienne libre. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Les largages étaient normalement destinés à l'ASL.
Mais en réalité, non. Parce que les avions atterrissaient, ils ne larguaient pas accidentellement. Ils atterrissaient et livraient les armes dans des aéroports contrôlés par Daesh. Ça, c'est la première chose. On a eu une autre source, plus ou moins sérieuse, puisqu'il s'agit quand même du président de la Fédération russe, Vladimir Poutine, qui nous expliquait récemment que 50 États et organisations, dont des membres du G20, financent Daesh. D'accord ? Autre élément qui nous viennent des services de renseignement via satellite, donc qui nous viennent des Russes et qui n'ont pas été démentis, bizarrement, qui n'ont pas été démentis parce que les Américains ont dû suivre les Russes là-dessus, c'est que, comme tout le monde le sait aujourd'hui, Daesh vendait du pétrole à plusieurs États, j'y reviendrai, via la Turquie. Ça, maintenant, c'est connu. Et ce qui est intéressant... Donne le nom des États, il y a l'Italie, mais il y en a d'autres. Oui, alors ce qui est intéressant, je vais en donner un qui m'intéresse en particulier, que 70% du pétrole vendu par Daesh via la Turquie allait où ? En Israël. C'est pas bien de dire des choses pareilles. Mais c'est... voilà. Et je dis ça comme ça. Non. Alors, tu dis ça comme ça. Comme ça, oui. Alors, le pire, c'est que c'est vrai. Ce qui m'amène à la suite de mon développement, c'est à quoi sert Daesh. Alors, je vais commencer par une citation du général Wesley Clark, qui a été le commandant suprême de l'OTAN en Europe, et qui nous expliquait, donc sur CNN quand même, en février 2015, que Daesh a été créé à l'initiative, donc je cite, de nos amis et alliés pour éliminer le Hezbollah. Leave that kind of fuzzy on this, but we need the authorization to follow the leads, put the troops in, and play this. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies, because as people will tell you in the region, if you want somebody who will fight to the death against Hezbollah, you don't put out a recruiting poster and say, you know, sign up for us, we're going to make a better world. You go after zealots, and you go after these religious fundamentalists. That's who fights Hezbollah. D'accord. Donc on peut très vite comprendre. Nos amis et alliés, c'est-à-dire Israël. Israël, parce que je pensais à l'Arabie Saoudite. Non. Alors, bon, maintenant. Pas obligé de tout savoir. Maintenant, on va en venir à l'utilité de Daesh. Pour le comprendre, il faut revenir en 1982. J'ai déjà parlé de ce plan, mais j'en reparle à chaque fois parce que c'est très important de le comprendre. En 1982, un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien, Oded Yenon, établit un plan qui s'appelle la stratégie pour Israël dans les années 1980. Ce plan consistait à faire éclater les pays musulmans, le monde musulman, du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur des conflits ou des conflits artificiels ethno-confessionnels. Alors, donc je ne vais pas vous... il y a un exemplaire là-haut du plan Yodedine. Un seul. Mais battez-vous. Dans mon livre, je reprends ce plan que je remets dans une perspective historique et géopolitique de très longue durée. Alors, je vais pas vous exposer le plan en détail, mais je vais m'arrêter juste au Proche-Orient. Oded Yenon nous explique donc qu'il faut activer des tensions intercommunautaires en Irak, en Syrie, en Égypte et au Liban. Il parle aussi d'autres États. On va se concentrer sur l'Irak et la Syrie. Donc il nous dit qu'il faut créer 3 États en Irak, sunnites, chiites, kurdes. Ça vous rappelle certainement le plan dit néoconservateur de 2002. C'est le grand plan, pour le Grand Moyen-Orient, qu'on attribue aux néoconservateurs, mais en réalité, ce plan néoconservateur n'est qu'une actualisation du plan israélien Oded Yenon. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, et là c'est pas moi qui le dis, c'est John Mearsheimer et Stephen Walt, le noyau dur néoconservateur américain est juif. Voilà.
que les choses soient claires. Après, il y a autour de ce noyau dur des chrétiens millénaristes, sionistes et tout ce qu'on veut. Donc, l'Irak éclatait en 3 États, sunnites, chiites, kurdes. La Syrie éclatait en 4 États, alaouites, 2 États sunnites et un État kurde aussi. Druze. Donc, non, il n'a pas évoqué Druze, il ne me semble pas. Hein. Non, mais en tout cas, pas d'État chrétien. Les chrétiens n'existent plus. Non, mais ça, je l'ai évoqué dans la précédente conférence. Ça n'existe plus. Donc, ce que nous dit Aoudé-Dinon, c'est qu'on doit d'abord morceler tous ces États, y compris l'Égypte. Alors, pour ce qui est de l'Égypte, il expliquait qu'il fallait faire monter les tensions entre coptes et musulmans pour faire éclater l'État égyptien, et ce qui provoquerait ainsi une sorte d'effet domino avec la chute de Kadhafi et le morcellement du Soudan, et ainsi de suite. Alors, pourquoi faire éclater ces États au Proche-Orient? Il l'explique très clairement. C'est pour faire d'Israël un État impérial régional. Et étant donné que ces tensions intercommunautaires sur lesquelles misait Aoudé-Dinon ne pouvaient pas, apparaître du jour au lendemain, malgré l'action de certains services, notamment au Liban, pour monter les chrétiens contre les musulmans et les musulmans contre les chrétiens, ça n'avait pas fonctionné. C'est là qu'ils sont passés à l'étape pratique du plan. Ce sont les guerres d'Afghanistan, puis d'Irak, puis les guerres civiles de Libye et de Syrie pour faire éclater ces États. Alors, on a vu ce qui s'est passé, on a fait éclater l'État irakien, on y a implanté des groupes terroristes pour exacerber les tensions entre sunnites et chiites, puis on a mis à la tête de l'Irak des chiites corrompus pro-américains qui ont persécuté, ou appelez ça comme vous voulez, les sunnites pour augmenter encore les tensions entre sunnites et chiites. Puis si vous vous souvenez bien, début 2014, Daesh n'a pu s'implanter en Irak et s'étendre qu'après que l'armée de l'État chiite sous pilotage américain se soit retirée. L'armée irakienne n'a pas combattu Daesh, ils se sont retirés, ils leur ont laissé le terrain. Et c'est à partir de là que Daesh s'est implanté et qu'il a constitué son État à cheval sur la Syrie et l'Irak. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques mois avant l'émergence de Daesh tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc à cheval sur la Syrie et l'Irak, il y a eu le 28 septembre 2013, dans le journal New York Times, le journal américain New York Times, une nouvelle carte du Proche-Orient qui s'appelait « Comment faire de 5 pays 14 États ». Et lorsque vous regardez cette carte, notamment l'Irak et la Syrie, vous avez un État qui s'appelle le Sunnistan, qui est à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et si vous regardez, donc depuis 2014, même actuellement, les zones contrôlées plus ou moins par Daesh, eh bien, vous avez précisément ce Sunnistan. Ça correspond parfaitement. Donc, on voit que l'émergence de Daesh correspond à un plan israélien actualisé et réactualisé. La carte... Mais tu n'es pas en train de nous faire un peu du complotisme, là? Si. Madame Najat Vallaud-Belkacem m'a dit que c'était affreux et que les jeunes gens étaient totalement perturbés, que les classes ne fonctionnaient plus à cause de conspirationnistes tel que moi. Mais le problème, c'est que... J'ai dit toi, j'ai pas dit moi. Je ne suis pas conspirationniste. Le problème, c'est que... Le problème, c'est que tous ces plans sont étayés de manière ponctuelle par des documents. Et quand on voit l'article du New York Times, la carte du New York Times et le Daesh actuel, on se dit que oui, il y a un plan mûrement réfléchi. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les plans ne fonctionnent jamais tout à fait comme prévu. C'est pour ça qu'il faut les actualiser. Il y a eu le plan Aoudé-Dinon,
Puis il y a eu le plan néoconservateur de 2002 qui a actualisé, donc on s'adapte à la réalité nouvelle, et on a eu le nouveau plan publié par le New York Times qui s'est encore une fois adapté. Donc maintenant, la situation a légèrement évolué parce que moi, ce que je pensais depuis le départ et ce que je pense toujours, ce que j'ai écrit et dit d'ailleurs publiquement, c'est que Daesh est là pour faire le travail pour Israël. Quel est ce travail? C'est faire sauter les verrous qui empêchent l'expansion de l'État d'Israël. Parce que le but final de cet État qui ne s'est pas encore en fait accompli est de s'étendre, donc, comme tout le monde le sait aujourd'hui, du Nil à l'Euphrate. Or, il y a des verrous. Et les guerres successives d'Irak, puis les guerres civiles, ont eu pour but de faire sauter ces verrous. Mais Israël rencontre toujours et encore deux problèmes fondamentaux. C'est son verrou nord, qui s'appelle le Hezbollah, et son deuxième verrou, qui est l'État syrien. Et si l'on voit les buts de guerre de Daesh, alors là, ça va à l'encontre de toutes les analyses des géostratèges et autres sociologues spécialistes du monde musulman, c'est qu'en réalité, Daesh est en train de faire, comme je le disais, le travail pour Israël, affaiblir le Hezbollah et détruire l'État irakien, en fait l'État syrien, en fait les deux en même temps. Et à défaut de le faire, ce que je pense, c'est que Daesh essaye de repousser au moins vers le nord l'armée syrienne pour la découpler du Hezbollah, pour ensuite affaiblir les forces et permettre une expansion, ou au moins permettre à l'État d'Israël d'attaquer ses ennemis les uns après les autres et non pas en même temps. Donc voilà la situation telle qu'elle se présentait jusqu'à l'intervention russe, qui a légèrement modifié la donne parce que lourdement même. Oui, pas tout à fait, parce que le but de l'intervention russe, comme je le disais début octobre, dès après le début de l'intervention, le but de la Russie n'était pas au départ d'éliminer Daesh. Ce que voulait faire la Russie, et ce qu'elle a réussi à faire aujourd'hui, donc on voit les premiers résultats, c'est desserrer l'étau qu'il y avait autour de l'armée syrienne. Ça a pris énormément de temps parce que Daesh et l'armée syrienne libre et Al-Nosra, etc., se sont très bien implantés en Syrie, à tel point qu'on a trouvé des tunnels. Ah oui, on a eu des témoignages en Syrie même, des tunnels qui faisaient entre 8 et 15 étages. Sur 30 km de long, mais à Damas même, à quelques kilomètres, 2-3 kilomètres du centre de Damas. Donc des ennemis très très difficiles à déloger. Et c'est pour ça que la Russie n'a pas attaqué dans un premier temps Daesh en Irak. Ce n'était pas et ce n'est toujours pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'État syrien, enfin l'armée syrienne commence à souffler, c'est-à-dire qu'elle peut maintenant avancer sur le terrain et reconquérir des villes qu'elle avait perdues. Donc voilà pour le bilan actuel. Maintenant, pour en revenir à la stratégie finale de Daesh, il y a plusieurs objectifs. Alors il y a un objectif, c'est de finir ce qu'avait commencé le wahhabisme au XVIIIe siècle, puis le réformisme islamique, c'était de détruire l'islam de l'intérieur, et plus encore aujourd'hui avec Daesh, c'est de démolir l'image de l'islam vis-à-vis des populations occidentales pour justifier à terme une très large confrontation géopolitique sous couvert de choc des civilisations. Et ça, je l'ai déjà expliqué lors de la dernière conférence et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Maintenant, je me pose une question, je n'ai pas encore la réponse. Je me dis, je me demande si Daesh, à terme, à défaut de faire tomber l'État syrien et le Hezbollah, ne pourrait être envoyé contre l'État saoudien, parce que l'on sait
qu'il est dans le plan des Israéliens, dans le plan des Dinones, de faire éclater l'Arabie saoudite en plusieurs États. C'est-à-dire revenir à une Arabie du XVIIIe siècle, d'avant la conquête des Saoudo-Wahhabites. Donc on peut se poser cette question. Et la question que je me pose, la question qui me vient naturellement, si l'État saoudien tombe, qu'adviendra-t-il du wahhabisme? C'est une question que je me pose. Parce qu'à partir du moment où le wahhabisme, qui était alimenté par les pétrodollars, se voit, coupé de son alimentation principale, c'est-à-dire les pétrodollars saoudo-wahhabites. Mais il restera le Qatar. Oui, mais dans un contexte, paye les mosquées dans nos banlieues. Dans un contexte d'éclatement de l'Arabie saoudite, j'imagine que le Qatar disparaîtra aussi dans la foulée. C'est ce que j'imagine. Maintenant, on pourra se poser la question, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que historiquement et sur le plan politique, je pense que l'idéologie ne peut pas être découplée de la structure et des structures étatiques. Si la structure principale du wahhabisme s'effondre, qu'adviendra-t-il du wahhabisme? Ça, c'est une question qui reste en suspens et qu'il faut se poser, qu'on ne s'est peut-être pas encore posé. Donc, je terminerai là-dessus et je vous laisse poser les questions pour peut-être approfondir et affiner le propos. Arnaud, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai beaucoup de questions, je ne sais pas lesquelles poser. Juste pour ce que vous avez dit à la fin, qu'il pourrait y avoir une redirection du wahhabisme vers l'Iran. Le wahhabisme existe aussi dans le chiisme? Alors, tu as parfaitement raison, il y a des courants messianiques. Représentés par une petite secte confrérie, secte peut-être pas le mot, autour d'Ahmadinejad, des gens qui ne cherchent pas la confrontation globale, l'Armageddon, tu vois, mais qui pensent que s'il y avait une confrontation avec l'Occident, ça ferait revenir le Messie. Donc, mais tu as la même chose chez des bons grands chrétiens évangéliques aux États-Unis qui disent vive la guerre mondiale puisque ça fera revenir le Messie, ou ça fera arriver le Messie si tu es de confession judaïque et que tu penses que le Messie n'est pas encore venu. Voilà. Pour les autres, c'est le retour du Messie. La première partie de ta question, c'était en fait... C'était juste de savoir si le wahhabisme... Alors, le wahhabisme, je l'ai présenté non pas comme une religion, mais véritablement comme une idéologie. Youssef a développé une idéologie de prise de pouvoir, de conquête. C'est donc un instrument politique au sens fort du terme. Et comme le communisme, c'est ce que je viens de dire, le communisme a permis de prendre le pouvoir, et une fois que le peuple a pris le pouvoir, on fait comme avec le cochon truffier, on donne un grand coup de pied dans le cul du cochon, et c'est le fermier qui ramasse la truffe. Voilà. L'image est peut-être un peu rustique, mais elle correspond à la réalité. Merci. Une autre question ? Bonjour, j'ai une question très simple. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'implication de la France dans ce puzzle. Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal à me faire une opinion. J'ai été amené des fois à rencontrer d'anciens militaires, souvent, qui sont reclassés dans l'industrie de l'armement. On est des gros producteurs d'armes. Et on a également de grosses entreprises d'assistance technique dans ces régions, tout particulièrement en Arabie Saoudite. Et j'ai du mal à comprendre, si le wahhabisme est un ennemi, comment est-ce qu'on ne l'a pas vu venir? Parce que le surgissement du califat en un mois, quasiment, c'est quand même très très étonnant. Donc est-ce qu'on ne l'a pas vu venir? Ou alors, est-ce que le wahhabisme, c'est vraiment l'ennemi, là, comme vous l'expliquiez, comme un mouvement idéologique, comme le communisme, par exemple? Et alors, qui tient qui par la barbichette, et surtout du point de vue français? Où est-ce que les Français sont? Youssef vous répond, puis moi j'ajouterais peut-être un petit mot, parce que c'est une très bonne question. Enfin, toutes les questions sont bonnes, mais celle-là particulièrement. Elle nous concerne directement.
Oui, alors la question est très large, parce que se poser la question de savoir quelle est la place de la France dans tout ça, je pense qu'il faut revenir par exemple à Brzezinski, qui expliquait dans les années 90 qu'il fallait faire de la France, et de l'Europe en fait en général, la tête de pont géostratégique pour pénétrer en profondeur dans l'Eurasie et faire un containment de la Russie, mais aussi utiliser l'Europe, la France tout particulièrement, comme un outil géostratégique, pas seulement pour ce qui est de la Russie, mais pour le Proche-Orient et pour l'Afrique. Et on l'a vu, la France est devenue, comment dire, une sorte de sous-traitant. Quand les États-Unis n'ont plus assez d'argent pour faire des guerres, ils les font faire par les membres de l'OTAN. Il faut savoir que les Quand guerres... ils ne veulent pas se mouiller politiquement, comme en Libye par exemple. Et aussi, il faut savoir que les guerres menées par l'OTAN, c'est vous qui payez. C'est le contribuable français, européen qui paye les guerres de l'OTAN. C'est-à-dire l'OTAN est un excellent outil pour les Américains, parce que ça leur permet de mener des guerres sans mettre la main à la poche. Ni à la pâte. Oui, pour le califat, ce qu'on a vu le califat émerger, d'abord vous avez commencé avec le wahhabisme. Le wahhabisme n'est pas arrivé du jour au lendemain. Comme je le disais, les saoudo-wahhabites ont été soutenus par les Britanniques jusqu'à leur conquête en 1932. Puis ce sont les Américains qui ont pris le relais en 1945 avec le pacte de Quincy. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le grand sponsoring du wahhabisme à l'échelle internationale avec les pétrodollars. Il faut savoir qu'à partir de 1945, les Saoudiens vont financer des organismes internationaux, des chairs aux États-Unis, en Russie, en Angleterre et ailleurs, pour propager l'idéologie wahhabite. Donc l'idéologie wahhabite n'a pas émergé avec Daesh. Pour ce qui est du califat qui est apparu du jour au lendemain, comme je le disais, c'est en 2010 que les chefs du renseignement, les nouveaux chefs de Daesh, qui étaient les chefs du renseignement baasistes, ont désigné al-Baghdadi comme émir, et cet émir est devenu le calife, le pseudo-calife. On ne sait même pas qui est al-Baghdadi. Les méchantes langues ont dit qu'il s'appelait Elliot, en fait. Bon. Oui. Enfin, ça, on n'en sait rien, mais on peut toujours tout dire là-dessus. Alors, je vais pas compléter, parce que Youssef a tout dit, mais de façon très caricaturale, je vais dire que depuis beau temps, nos élites, que ce soit au Quai d'Orsay, à l'Élysée, à Matignon, n'ont plus rien à fiche des intérêts de ce pays. Ils obéissent à un agenda, sans même obéir directement à des ordres, des instructions, mais ils s'inscrivent déjà dans un agenda global qui, encore une fois, va à contresens. Regardez l'affaire des Mistral. Les Américains nous dictent ce qu'on doit faire, vendre ou ne pas vendre, à qui on vend, on ne doit pas vendre. Mais c'est pas seulement une société privée qui aurait mis un obstacle au contrat, comme ça s'est passé pour Peugeot. Parce que là, cocorico, on vient de reconquérir un marché de 200 000 véhicules par an sur l'Iran, mais on en avait perdu un auparavant de 450 000. Et tout ça parce que General Motors avait dit non, il y a l'embargo, vous êtes paxé avec General Motors et donc vous n'avez pas le droit. Bon, et nous on obéit. Petit dos, vous imaginez ce que ça représente pour la France, pour l'emploi français? 450 000 véhicules an. Alors on fournissait, ils n'étaient pas montés. C'est pour ça qu'on avait fermé une usine d'ailleurs. Non, c'est pas à cause de ça, mais ça représentait. Et vous remarquerez comme moi que les syndicats qui défendent la classe ouvrière, on les a pas entendus dans cette affaire. Hein. Personne. Un délégué CGT. Oui, un. D'ailleurs, on a récupéré le marché, mais avec des pénalités, avec des amendes à payer à l'Iran. Bon, le dernier mot, on avait autrefois une politique arabe de la France, une politique indépendante. C'est un mot générique. C'est une politique israélienne de la France. Maintenant, voilà, je viens de tout résumer. C'est pas, on téléphone. Monsieur Fabius, on voit bien prendre des positions. Là, ils l'ont quand même éjecté parce qu'il allait trop loin. Mais encore sur Damas, il y a eu un tournant, hein, mais le tournant, il a lieu parce que Monsieur Obama lui-même a opéré un virage. Et donc la France a suivi de façon réticente, mais M. Fabius, lui, il voulait pas. Hein. Il était plus intolérant, pas
intolérant, intransigeant que les Séoudiens eux-mêmes dans les négociations avec la Syrie. Alors, je pense que le gouvernement que nous avons, dernier mot, c'est un gouvernement d'occupation. Je ne vois pas comment le qualifier autrement. Merci pour vos réponses. Nous avions également une question ici. Bonjour. Alors, elle est multiple ma question. La première, c'était par rapport à ce que vous avez dit, Youssef, sur le fait qu'Israël voudrait détruire éventuellement l'Arabie Saoudite. Je vois pas trop, enfin, c'est un allié quand même important, j'imagine pour eux, du fait qu'ils sont aussi liés avec les Américains. Donc j'ai du mal à comprendre, quel est votre point de vue là-dessus, pourquoi est-ce que vous envisagez cette hypothèse. La deuxième, c'était sur une des raisons du conflit syrien. Je comprends tout à fait, et j'ai déjà entendu ça aussi sur le grand plan pour Israël. Moi, ce que j'avais entendu, c'était plus par rapport au problème d'exploitation des champs gaziers offshore au large du détroit d'Ormuz entre l'Iran et le Qatar, et le fait que l'Iran étant sous embargo puisait moins dans ses ressources, mais le Qatar plus, et avait menacé du coup le Qatar de fermer le détroit aux méthaniers. Du coup, le Qatar avait voulu passer par la Syrie pour faire passer un pipeline gazier. Assad était pour au départ, et puis finalement, il avait retoqué en disant voilà, moi je me souviens des intérêts de mon grand ami russe, et finalement, ça se fera pas. Et donc, il y avait un autre projet qui passerait donc de l'Iran jusqu'à la Syrie. Donc c'était une moyenne manière de contourner ce qui aurait mis le feu aux poudres et fait converger peut-être, j'imagine, les intérêts entre les Saoudiens, les Qataris et Israël sur le conflit. Et enfin, la dernière chose, c'était plus sur le côté eschatologique. Les musulmans et les chrétiens ont des communs par rapport à leur eschatologie, et en particulier le fait que la fin du monde, dans leurs écrits, est censée venir de Damas, et d'une alliance entre les chrétiens et les musulmans. Je trouve ça plutôt inquiétant, mais assez... j'ai l'impression que c'est en train de se révéler aujourd'hui, qu'on a toutes les configurations requises pour que ça prenne sens. Ma seule question, et c'est un peu utopiste, mais peut-être que vous avez une idée de ce qui pourrait être le déclencheur de cet Armageddon-là. Voilà. Merci. Bon. Je répondrai aussi. Alors, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, c'est pas moi qui dis que l'Arabie Saoudite est une des cibles d'Israël. C'est le plan Oded-Inon lui-même qui déclare que l'Arabie Saoudite est une cible. D'accord ? Et l'ONU le dit. Oui, on a eu des confirmations. Le représentant, le haut représentant de l'ONU pour le Levant, qui nous l'a confirmé. On l'a rencontré à Beyrouth. Comme je l'ai dit une fois à la télévision iranienne, ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël n'a pas d'alliés dans la région. Elle a des ennemis et elle a des pions. Ses ennemis principaux, Hezbollah, Syrie, Iran, et hier Saddam Hussein. Et l'Arabie Saoudite est un pion. C'est-à-dire que à partir du moment où Israël n'aura plus besoin des bons et loyaux services, entre guillemets, des Saoudiens, elle se débarrassera d'eux. D'ailleurs, on voit que ce qu'avait écrit Oded-Inon en 1982 est en train de se réaliser, parce que lui parlait de tensions internes en Arabie Saoudite. Des tensions, lui parlait surtout des tensions tribales en Arabie. Et ces tensions sont en train d'apparaître. Il faut ajouter à cela les tensions internes au sein de la famille Saoud, qui risqueraient à terme de provoquer une véritable guerre civile en Arabie Saoudite. Donc ça c'est pour ce qui est de l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est des intérêts pétroliers et gaziers, ça n'entre pas en contradiction. Parce que quand vous lisez par exemple Oded-Inon, pareil, dans la stratégie israélienne, dans les buts stratégiques israéliens, il y a le contrôle de zones comme par exemple le Sinaï, de zones où il y a du gaz et du pétrole. Mais il faut bien comprendre que les Israéliens et les sionistes, c'est ce que je démontre dans mon livre, ont des visions qui s'étalent sur des décennies et des siècles. Le Qatar, qui veut faire passer un gazoduc en Syrie, etc. Le Qatar est un État qui est né il y a quelques décennies. C'est des visions à très courte vue. Donc,
vous avez des visions, des stratégies à très courte vue du style Arabie Saoudite et Qatar, qui sont incapables d'établir des stratégies à plus de 5 ans, et vous avez les autres en face qui travaillent à l'établissement d'un projet depuis des siècles. Donc, au final, qui est-ce qui est gagnant, qui est-ce qui va tirer son épingle du jeu? Celui qui a la vision la plus mûre, la plus réfléchie et la plus longue. Maintenant, oui, pour l'eschatologie. Oui, en effet, lorsqu'on s'intéresse à l'eschatologie musulmane et chrétienne, il y a des convergences, et notamment pour ce qui est de la région de la Palestine, le Cham en fait, Palestine, Syrie, etc. D'ailleurs, ce qu'on dit peu, ce qu'on dit jamais, c'est que le terme Armageddon qui en fait se réfère à la dernière guerre, la guerre apocalyptique qu'on appelle en islam la Malhama, fait référence en fait à Ur-Megiddo. Ur, en fait, c'est la colline, la vallée, la montagne de Megiddo qui est en Palestine. Et en fait, dans l'eschatologie chrétienne, la guerre de Gog et Magog doit se terminer à Ur-Megiddo en Palestine. Et si on se penche sur certains hadiths en particulier, le hadith dit que c'est à Damas que Jésus doit faire face à l'Antéchrist en compagnie de l'imam al-Mahdi, et qu'il le poursuivra donc jusqu'en Palestine, et que Gog et Magog mourront dans un combat contre le Christ sur une colline en Palestine. Donc c'est qui est Ur-Megiddo. Alors oui, si on fait une lecture des textes, des interprétations, on peut trouver énormément de convergences. Alors si on fait une interprétation géopolitique, je l'ai faite à la dernière conférence, on voit qu'en effet, le hadith par exemple du prophète qui dit vous les musulmans, vous ferez une alliance sans risque avec les chrétiens et vous combattrez et gagnerez ensemble contre un ennemi qui vous poursuit. Si on prend ce hadith et qu'on le colle à la situation géopolitique actuelle, c'est-à-dire un axe géopolitique, géostratégique, Moscou, Téhéran, Damas et Beyrouth, Hezbollah, face à un monde judéo-wahhabo-protestant donc un ensemble réunissant Israël, les puissances protestantes, Angleterre, États-Unis et les pétromonarchies wahhabites, on voit deux gros blocs idéologiques, même religieux, qui s'affrontent. Et en effet, on peut s'attendre à un affrontement final dans ce que j'appelle la Syrie, que j'appelle l'actuel pivot géostratégique mondial. De l'affrontement qu'il y a actuellement en Syrie, il y aura, en fonction du basculement, une reconfiguration du monde de demain, pas seulement géopolitique, mais aussi démographique, économique, et ainsi de suite. Je vous laisse imaginer le monde de demain après une guerre apocalyptique. Voilà, j'espère avoir répondu de manière synthétique à votre question. Je pense, enfin, personnellement, et Youssef, qui est beaucoup plus jeune et qui sait... c'est une convergence évolutive. J'ai pas appris à Youssef. Nos pensées convergent. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Mon essai sur le wahhabisme est, au fond, peut-être sans doute l'un des premiers essais de géopolitique eschatologique, où je montre que l'eschatologie joue un rôle important. Je parle déjà d'eschatologie dans le livre, il y en a 3 exemplaires là-haut, Iran, la destruction nécessaire, où j'aborde la question, monsieur, que vous aviez posée sur l'Iran, le sectarisme, l'eschatologie, on pourrait entrer dans le détail, mais nous ne le ferons pas. L'eschatologie chiite n'a rien à voir avec le wahhabisme. Même si un sectarisme, comme tout à l'heure j'ai parlé à propos du sunnisme, des séparés, des fameux Haridjites, même s'ils sont des puritanismes, on ne peut pas réduire un puritanisme à l'autre. Les wahhabites, c'est vraiment en dehors. C'est ce que j'appelle une hérésie schismatique. Alors, dans l'Iran, j'aborde la question. Parce que les Iraniens voyaient l'affrontement non pas à Damas, où normalement, c'est dans un hadith, le Christ qui est le Messie des musulmans. Le Christ est le Messie des musulmans.
doit revenir par le minaret nord de la mosquée des Omeyyades. Mais pour les chiites, puisque vous me posiez la question, il doit revenir dans un triangle sacré fait par Najaf, Kerbela, là où est enterré l'imam Hossein, le petit-fils du prophète, et la troisième ville, qui est une ville sainte, mais dont j'ai plus le nom, vous me pardonnez, c'est là où devrait revenir le Mahdi, qui est le Christ aussi pour eux. Et pas le Mahdi, le Messie, pardon. C'est le Mahdi qui doit. Bon. Ils attendent surtout, ils sont plus focalisés sur le Mahdi. Sur le Mahdi. Alors c'est le Mahdi qui, mais pour beaucoup, je l'ai vérifié sur place, identifie le Mahdi au Christ. Ouais. Et vous donnant des explications, mais pas des idiots, hein, des gens à la cervelle extrêmement bien structurée, d'un très, très haut niveau culturel et intellectuel, vous disent que si les Américains ont envahi l'Irak, c'est justement pour neutraliser ce fameux triangle sacré. Comprenons, ici, nous sommes dans un pays rationaliste, avec une tradition rationaliste. Est-ce que je peux faire une incise? Bien sûr. Par rapport à l'Irak, selon une autre eschatologie, l'eschatologie juive, l'occupation et la destruction de l'Irak correspond à une prophétie qui est liée à la vengeance des Juifs vis-à-vis de Nabuchodonosor, qui avait détruit le temple et qui avait expulsé les Juifs. Vous voyez ? Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar. Il l'appelle Nasser. J'ai un livre publié sous Saddam Hussein sur la question, qui est assez drôle. J'en termine ici pour vous dire que on est dans un univers mental, alors qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, on n'est pas obligé de croire aux prophéties, mais dans un univers mental qui n'est pas du tout le nôtre. Hein, c'est pas parce qu'il y a Internet, c'est pas parce qu'il y a des journaux, c'est pas parce qu'on voit des danseuses se trémousser à la télévision. En Israël, en terre d'islam, quand on n'est pas totalement intellectuellement corrompu, on croit au paradis et à l'enfer, et on n'y croit pas à moitié. On n'y croit pas à moitié. Ces gens croient aux prophéties. Youssef croit aux prophéties. Moi, j'y crois pas. Hein, ça va venir. Je crois aux prophéties auto-réalisées. Non, mais pour vous donner un peu le contexte, donc, comme je l'ai dit en écrivant Les Égarés, on ne peut pas faire de géopolitique sans faire d'eschatologie. Alors, un dernier mot, le rôle du gaz, du pétrole est extrêmement important. La Syrie, il y a des gisements gaziers gigantesques sur les côtes syriennes, des gisements de gaz. Il y en a un qui s'appelle le Léviathan, qui va jusque devant la bande de Gaza. Il y a un autre, oui, voilà, Gaza. Également, la Syrie est importante pour les oléoducs. Il y en a un qui traverse la Syrie, qui allait à Tripoli, et il y avait une branche avant qui allait directement en Israël. Donc ça, c'est très important, les couloirs d'acheminement. Mais il ne faut surtout pas faire ce que font les géopolitologues habituels, de réduire toute la question à une affaire, à sa dimension géo-énergétique. Ça compte, c'est extrêmement important, c'est même dominant ou prédominant, mais ce n'est pas forcément le seul paramètre qui entre en ligne de compte. Par exemple, Youssef a bien souligné qu'il fallait faire le ménage dans le pourtour d'Israël, faire sauter tous les États souverains, les démantibulés, pour faire le vide. Mais c'est un projet qui remonte aux années 50. Ben Gurion l'avait déjà évoqué. Ce pourquoi d'ailleurs la lecture des événements toutes ces dernières années, c'est clair. Ce qui s'est passé au Soudan avec la coupure entre le Soudan Sud et le Soudan Nord, le Soudan Nord musulman avec leurs défauts énormes, gigantesques, et le Soudan Sud qui est passé sous la coupe de l'État d'Israël. Monsieur Strauss-Kahn est allé prospecter le Soudan Sud depuis son affaire new-yorkaise. Il faut souligner que l'éclatement du Soudan était programmé dans le plan Odedinon en 1982. Alors, de façon générale, il faut faire sauter tous les verrous de souveraineté. Donc la nation, c'est la bête à abattre. Hein. Sauf une. Sauf une. Merci. Sauf une. Comprenez que, par exemple, l'affaire en 99, l'affaire du Kosovo, c'est-à-dire de la fédération yougoslave, on résume ça à la Serbie, mais il y avait le Monténégro, c'était une fédération. Il faut savoir que ces malheureux Yougoslaves vendaient des armes à Saddam Hussein. C'est pas bien. Et donc, il fallait faire sauter un verrou de souveraineté qui était à l'est de l'Europe, en Europe orientale, et qui a permis aux États-Unis d'installer au Kosovo la plus grande base terrestre mondiale pour la projection de puissance, notamment
99, on n'est pas en 2001, qui était prévu pour les projections de puissance vers l'Asie centrale, c'est-à-dire l'Afghanistan. Alors c'est vrai qu'en Afghanistan aussi, au départ, avec les talibans, il devait y avoir un grand oléoduc qui devait traverser l'Afghanistan, que ça a été une pomme de discorde, mais on peut penser qu'il y avait bien d'autres aspects qui entraient en ligne de compte, notamment, j'achève, l'établissement d'un cordon sanitaire à l'égard de la masse continentale, hein, c'est ce qu'on appelle un cordon sanitaire, sur le fameux Rhineland, qui part aujourd'hui d'ailleurs de la Baltique, qui enserre la Fédération de Russie, et qui se prolonge par un certain nombre de chaînons ganglionnaires qui va jusqu'au Tibet, pas jusqu'à la mer de Chine, parce qu'il y a la Chine entre, mais encercler la masse continentale. Donc il faut bien penser que la géostratégie procède sur des planifications pas à court terme, à long terme. On a parlé de Brzezinski, 1997, des pions sur l'échiquier, et qu'il faut faire entrer en ligne de compte tous ces éléments et dépasser la dimension géoénergétique. C'est ce à quoi je m'emploie dans le livre. Il y en a que 3 exemplaires ici, je l'ai dit. Iran, la destruction nécessaire, mais l'Iran. Je disais que quand destruction, c'est l'éditeur, il ne s'agit pas de détruire l'Iran physiquement, encore que Madame Clinton voudrait bien, elle, mais de faire absorber l'Iran à l'intérieur du marché mondial, le boa du marché mondial, de l'unification, est aujourd'hui en train de digérer l'Iran. Nous l'avons vu, on ne vous dira pas, Youssef et moi-même, nous sommes allés il y a 2 jours à une réception à la résidence de l'ambassadeur d'Iran, et si vous saviez qui on a vu, pas M. Strauss-Kahn, enfin son petit frère. C'était quand même... balance les noms. Je sais pas si c'est utile, mais c'est quand même, on était sur on sera plus invité. Hein. On était sur les fesses quand on a vu ça. On se dit, mais d'où sortent-ils, que font-ils? Et ben voilà, c'est la théorie du boa qui est en train de digérer sa proie. En fait, alors pour prolonger, cette stratégie visant à faire croire, par exemple, à l'Iran, mais aussi à la Russie, qu'on va faire à Miami avec eux, qu'on va les intégrer au marché mondial, global, que les oligarques, qu'ils soient iraniens ou russes, vont pouvoir profiter de la globalisation économique, est un piège. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez, vous mettez le doigt dedans, à partir du moment où vous acceptez de dealer, la prochaine étape, c'est la destruction physique. Et c'est une stratégie qui a été employée vis-à-vis de la Russie, dont je parle dans un article, j'y reviendrai pas, mais qui s'appelle « La Russie, l'Europe et l'Orient », où j'explique comment les sionistes ont essayé de dealer avec Poutine en particulier pour abaisser leur garde sur le plan géopolitique et les abattre par la suite. La Russie n'est pas tombée dans le piège, mais il y a une ou des factions en Iran qui sont des ultralibéraux, des pro-américains, beaucoup dans le clergé iranien, dans le clergé, voilà, dans le clergé iranien, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de transformer l'Iran en Nouvelle-Calédonie. Et ces gens-là sont en train de faire glisser l'Iran dans un piège, mais comme j'en ai déjà parlé dans mon bouquin, je pense que, pour tout dire, je pense que le guide suprême a laissé passer Rouhani et sa clique pour pouvoir faire gagner du temps à l'Iran, sachant que à la prochaine échéance présidentielle américaine, il y aura un dur, que ce soit Hillary Clinton ou un républicain, peu importe, la vis va se resserrer à partir de la prochaine présidence américaine. Et à partir de là, vous verrez que les sanctions vont revenir, etc. Mais au moins, ça aura laissé le temps au peuple iranien de souffler avec l'abaissement temporaire des sanctions économiques. Oui, parce que là, ils étaient quand même très malmenés. On va laisser maintenant. Merci pour ces réponses, cette réponse fournie. Une autre question? Il y avait d'abord le monsieur en haut à gauche. Oui. C'était lui le premier. Oui, en tout cas, on vous remercie pour vos questions, qui sont des vraies questions, qui permettent d'approfondir le sujet. Une question toute simple. Pourquoi est-ce qu'on a lâché Al-Qaïda et c'est devenu Daesh? Il ne répondait plus à ce qu'on attendait d'eux? Alors, en fait, Al-Qaïda n'est pas devenu Daesh. Al-Qaïda n'est pas devenu Daesh, c'est Al-Nosra, Al-Qaïda est devenu Al-Nosra, ce qu'on appelle Al-Nosra, c'est Al-Qaïda.
En fait, c'est des étiquettes, parce que vous avez des gens de la SL qui peuvent passer à Al-Nosra, parce que d'ailleurs ils sont alliés, eux-mêmes combattent Daesh. Daesh est une organisation composite. Il y a des anciens d'Al-Qaïda chez Daesh, mais vous avez, c'est très très large. Vous avez des Saoudiens, des Égyptiens, des Tunisiens, des mercenaires. Les groupes terroristes ne peuvent pas être assimilés à des États. Et un État, c'est figé, on sait qui est qui fait quoi. Mais avec les groupes terroristes, même avec ce groupe terroriste ultra sophistiqué qui ressemble à un État qui est Daesh, on ne peut pas poser d'étiquette. Absolument pas. D'ailleurs, il y a des armes qui ont été données par la France, donc des FAMAS, à l'armée syrienne libre, qui se retrouvent entre les mains de Daesh via Al-Nosra. Vous voyez, tout ça est très poreux, ce sont des nébuleuses qui s'affrontent, les groupes s'affrontent, mais les individus passent d'une entreprise à une autre. Voilà. Je leur posais ma question, c'est pourquoi avoir lâché l'étiquette. Pourquoi avoir lâché l'étiquette Je vais répondre. Il n'y a pas de lâchage d'étiquette, ce sont des bandes rivales. C'est pas du tout le même état d'esprit, la même organisation, ni la même finalité, ni exactement les mêmes parrains. Al-Qaïda est créé au départ par la CIA. Enfin, il n'a pas fallu les pousser beaucoup. Et par l'ISI, donc les services spéciaux qui ont relayé la CIA, qui ont financé, qui d'ailleurs continuent à avoir la mainmise sur les talibans en Afghanistan. Ces gens-là, comme on dirait en mauvais français, ils ont leur propre agenda. Ils sont en partie autonomes, hein, les Pakistanais. Faut pas croire. D'ailleurs, je ne sais plus quel président a dit, si vous déconnez, excusez-moi, on vous bombarde, on vous détruit, on vous renvoie à l'âge de pierre. Tu t'en souviens, c'est récent. C'est il y a quelques années. Hein. Hillary Clinton en a parlé, a envoyé l'Iran à la pas l'Iran, je parle du Pakistan. Hein. Non, donc, Al-Qaïda a rempli son contrat, c'est-à-dire d'aider à bouter les soviétiques hors d'Afghanistan. À les faire s'enliser. Ils étaient donc équipés de missiles Stinger qui permettaient d'abattre dans les vallées qui sont pas toujours extrêmement larges, d'abattre les hélicoptères de combat soviétiques. À partir de là, on les a complètement laissés tomber. Hein. Ils ne servaient plus, sauf qu'on les a réutilisés au Kosovo. Par exemple, je crois que c'était le frère. On trouve ça dans un livre de Jürgen Elsasser, comment l'islam est arrivé, ou l'islamisme est arrivé en Europe. Le chef des services de renseignement soi-disant de la résistance du Kosovo était le frère de Al-Zawahiri, qui est l'actuel patron d'Al-Qaïda. Donc, ils servaient comme des mercenaires, hein, comme peut-être qu'Abu Nidal a été aussi un mercenaire. On en parlait récemment à propos de l'anniversaire de la tuerie de la rue des Rosiers. Il est mort mystérieusement, assassiné à Bagdad, le Abu Nidal, mais on ne sait pas très bien pour qui travaillait finalement. Donc, ce sont des jeux de billard à une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, 10 bandes. Vous en avez une idée en regardant le film qui n'est pas excellent de Ridley Scott, Syriana. Hein, mais c'est un peu compliqué. Non, ça c'est celui de Ridley Scott, c'est Body of Lies. Oui, mais Syriana aussi. Syriana, c'est pas Ridley Scott, c'est Clooney. Ah non, c'est Ridley Scott. Vérifie, s'il te plaît. Non, mais j'ai pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Ridley Scott, c'est Body of Lies avec oui, non, mais ça, Leonardo DiCaprio. Mais je croyais que c'était lui qui avait fait Syriana. Bon, ça n'a aucune importance. Body of Lies, c'est un truc intéressant d'ailleurs. Ouais. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à Daesh. C'est vrai que le rôle de Daesh est assez différent des autres groupes terroristes qui sont plus mobiles. Le but, la raison d'être de Daesh, comme je le disais, c'était d'établir ce qu'ils appellent un sunnistan, c'est-à-dire un État stable à cheval sur l'Irak et la Syrie. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien si on a engagé, parce que ce ne sont pas des anciens du parti Baas, de l'armée de Saddam Hussein, qui ont décidé du jour au lendemain de créer Daesh. Ils sont en service commandé. Si on a poussé, armé et donné les financements à ces gens pour établir un État, c'est pour qu'il dure. Alors certes, la Russie... Pour qu'il crée l'embryon du Sunnistan. Et pour créer un État sectaire qui, à terme, pourra servir. C'est-à-dire,
combattre les autres minorités de la région, affaiblir, comme je le disais, le Hezbollah, la Syrie, peut-être contribuer à démanteler l'Arabie Saoudite demain. Mais en tout cas, Daesh je ne sais pas s'il va durer, mais en tout cas, il a été créé pour durer en tant qu'État. C'est une véritable organisation solide, étatique, qui a été créée. Avec sa monnaie, son organisation, ses rien à voir avec les autres groupes terroristes. C'est une véritable révolution dans le terrorisme, Daesh. Alors, à chaque époque, il faut son outil. Al-Qaïda était une ébauche. On a fait mieux ensuite, mais on voit bien qu'il y a une concurrence, puisqu'on l'a vu que ce soit Al-Qaïda au Maghreb islamique, on voit bien qu'il y a des groupes qui sont parfois en lutte, on l'a vu en Syrie, ils s'entretuent, hein, entre Daesh, Al-Nusra, il y a eu vraiment des guerres avec des centaines, voire des milliers de morts. Mais ne comptez pas sur la presse pour vous en parler. Et puis les ralliements, Boko Haram par exemple au Nigeria qui était indépendant s'est rallié à l'État islamique. Pensez que les cadres de l'État islamique sont en grande partie des Tchétchènes, donc rien à voir avec les Arabes, avec les Syriens. Il y a 80 nationalités qui composent les forces mercenaires évaluées, estimées à 30-40 000 hommes, ce qui est quand même déjà pas mal. Vous avez des cadres ouïghours. Les Ouïghours, c'est le Turkestan chinois, qui viennent de là-bas, de la lointaine province de Xinjiang, mais qui est une zone hautement sismique du point de vue du terrorisme. C'est un très bel outil. Surtout si vous savez qu'au départ, la fameuse, il y a eu 2 guerres en Tchétchénie, si je me souviens bien. Les Tchétchènes étaient armés, ravitaillés par, je ne sais plus quelle vallée, par la CIA. En armes, en ceci, en cadre. Donc la guerre froide n'a jamais véritablement cessé. Poutine fait partie des verrous de souveraineté qu'il faudrait... Alors, vous pouvez considérer que tout ce qui est dit, ce qui a été dit ce soir, cet après-midi, c'est du conspirationnisme absolu et qu'on doit être enfermé à l'asile. Maintenant, c'est quand même tout ce que nous disons est relativement documenté, étayé. On ne vous demande pas de nous croire totalement sur parole, mais donc, pour conclure, Daesh correspond à cette phase de la stratégie mondialiste ou atlantiste, euro-atlantiste, où les États-Unis ne veulent plus être en première ligne. On l'a vu, ils ont fourni des missiles. Ils étaient d'abord là en Libye, mais ils sont restés soigneusement en retrait. Ils ont été échaudés, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. Être échaudé à nouveau, ça les gênerait peut-être pas beaucoup, mais l'opinion américaine n'aime pas ça. C'est mauvais, hein, c'est mauvais pour le teint et pour les élections. Et donc, on fait faire les guerres par intermédiaire, par truchement, par proximité. Voilà, par procuration, des guerres par procuration. Et tout le monde en retrait. Vous remarquerez d'ailleurs que Tel Aviv est extraordinairement étranger à tous ces événements. On les entend pas, ils font pas parler d'eux. Bon, alors il y a des drames, il faut parler de drames, en Eretz, sur le territoire même, en Eretz Israël, avec les Palestiniens. Bon, ça se passe mal, toujours mal et encore mal. Mais d'un autre côté, ils sont d'une discrétion extrême. Mais si vous regardiez les choses attentivement, si vous en aviez le temps, vous verriez que de temps en temps, l'aviation israélienne va bombarder des positions syriennes, des entrepôts, des dépôts d'armes, des convois de ravitaillement, en disant d'ailleurs, sous prétexte que ces convois sont destinés au Hezbollah, ou soignent. Alors, il y a des vidéos. Au début, on l'a dit, mais on ne croyait pas. Sauf qu'il y a des vidéos, on voit les ambulances qui pénètrent en territoire syrien pour aller chercher les combattants. Alors, on va dire que c'est Al-Nusra ou Daesh, j'en sais rien, pour les faire soigner. Il y a 6 mois, on était à plus de 1500 combattants qui auraient été soignés dans les hôpitaux israéliens. They bring the wounded fighters to a nearby hospital. It can't be overstated what an unusual relationship this is for everyone involved. Israelis treating fighters who in some cases are bent on Israel's destruction. But since the start of Syria's civil war, about 1,300 Syrians have quietly received medical treatment inside Israel. Donc Israël
a les mains propres, mais en fait, Israël n'est pas tout à fait neutre dans cette affaire, comme je me souviens qu'en disant qu'en 2003, elle n'avait rien à voir avec la guerre contre l'Irak, mais rien, absolument rien, qu'ils étaient innocents et ils regardaient ailleurs. Bon, voilà. Alors, à propos du messianisme, c'est un mot, parce qu'on ne l'a pas dit, si on regarde bien, mais ça c'est Youssef qui vous le dira, on pourrait penser que les ultra-sionistes qui sont... officiellement des athées, qui ne croient pas en Dieu, ou qui sont des matérialistes, comme M. Netanyahou, sont en fait des messianiques, des messianistes, oui. Qui eux aussi croient aux prophéties, croient à l'accomplissement de la grande promesse, du grand Israël, qui ira peut-être, enfin c'est débattu du Nil à l'Euphrate ou au-delà, mais ces gens ont quand même une dimension eschatologique dont on doit tenir compte pour comprendre leur façon d'agir, de réagir, leur plan, leur stratégie et leur attitude aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies. Pourquoi, à votre avis, Poutine n'a pas fait le ménage jusqu'au bout? Très bonne réponse. Très bonne question, pardon. Mauvaise réponse, parce que les oligarques, il y a 2 millions ou 3... 2 millions, non, 1,5 million, excusez-moi, Israël c'est 3 millions, 1,5 million de Russes, qui ne sont pas tous juifs d'ailleurs en Israël, parce que l'oligarchie qui était sur combien 9 oligarques, il y en avait 7 ou 8 qui étaient juifs. Une grosse proportion un peu comme les bolcheviks. Les bolcheviks c'était écrasant, c'était 98%, 97%. Les juifs sont très heureux en Russie, ils sont riches, aujourd'hui ils ne se mêlent pas de politique. Quoique, ils ne se mêlent pas de politique, ils sont extrêmement puissants. Actuellement, ils sont en train de faire le ménage dans les médias. Poutine a une marge de manœuvre, mais pas une marge de manœuvre si grande que cela. En plus, ces gens établissent des ponts, maintiennent des passerelles entre l'Occident, entre la Californie et la Bérésina. Donc il ménage aussi ses arrières. Il ne veut pas non plus de la guerre civile chez lui, il ne veut pas de la révolution. Alors il verrouille un peu en contrôlant les organisations non gouvernementales comme la Open Society Foundation de M. Soros par exemple. Mais je ne sais pas si... Il n'a pas, à votre avis, une marge de manœuvre Non, il est très prudent. C'est extrêmement prudent. Je suis allé vérifier ça sur place. Je ne parle pas tout à fait au hasard. C'est pas tout à fait. Je suis allé recueillir ça à la bouche du cheval, hein, comme on dit, comme les Anglais disent. Vous pouvez en dire 2 mots? Pardon? Vous pouvez en dire 2 mots? Poutine, comme on m'a bien expliqué à Moscou. Pardon? Il faut répondre assez rapidement. Parce que oui, d'accord. En un mot, que Poutine n'est pas le monstre assoiffé de pouvoir, voulant restaurer l'empire des tsars. Il n'est pas non plus le gars qui reste passif et qui va faire toutes les concessions. C'est au fond un véritable chef d'État, au sens qu'il louvoie, fait des compromis, il cherche à maintenir des équilibres. D'ailleurs, ça se reflète dans la diplomatie russe, qui est extrêmement patiente, si on regarde bien, qui est assez subtil et qui avance ses pions sans réagir ni surréagir et sans tomber surtout dans les provocations. Si vous avez éventuellement un mot de conclusion. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, sauf que ce choc des civilisations, c'est pour enfoncer le clou, je le dis, ces guerres interconfessionnelles qui visent en fait à l'épuration ethnique aussi bien des chrétiens d'Orient, hein. Il n'y a pas qu'ici, où l'islam, ce qu'on nous présente comme islam, et qui est en fait sa version délirante, qui est le wahhabisme, c'est ce qui a envahi nos banlieues. Évitons de tomber dans le piège de la guerre civile. Je crois que c'est la vocation d'ailleurs de votre association, de se jeter communauté contre communauté et de voir qui aujourd'hui tente de nous manipuler. Bien, merci encore à Youssef Indy et Jean-Michel Arnachal.